Mesdames et messieurs, merci d'abord pour votre présence qui touche Yves, qui touche M. Giscard d'Estaing, qui touche beaucoup de nos amis dans une aventure que nous avons menée ensemble, qui n'a pas toujours marché. Et le ton de gravité, à mon avis, convient à notre rencontre. L'Europe va mal, très mal, et seul le Brexit peut ouvrir de nouvelles perspectives. Je crois qu'il faut faire, comme disait Montaigne, un bon usage des maladies. C'est une maladie. La politique de M. Orban est une autre maladie, et malheureusement, nous sommes minés par ces maladies. Je pense que la France a un rôle considérable à jouer dans cette affaire. Je vous rappelle que les deux grandes familles politiques qui ont été à l'origine de la construction européenne, la démocratie chrétienne et la social-démocratie, sont aujourd'hui toutes les deux en situation délicate, toutes les deux. Or, ce sont ces gens-là qui ont voulu, qui ont construit, qui ont prévu l'architecture de l'Union européenne. Gloire à la démocratie chrétienne et à la social-démocratie qui, toutes les deux réunies, ont permis à Jean Monnet, et je termine là-dessus, d'avoir cette phrase tout à fait énigmatique: si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Je crois qu'il avait raison, on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait dite, mais je suis convaincu qu'il a raison. Si c'était à refaire, et ça sera à refaire, il faudra commencer à la culture. Voilà, nous allons lire avec M. Giscard d'Estaing son livre Europa, qui a été un des premiers lieux de prospective sur ce que peut être l'Europe de demain, c'est-à-dire une Europe ramassée, et à vocation fédérale. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais à vocation fédérale, c'est en tout cas mon sentiment. Merci. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe est malade, depuis déjà quelques années, mais j'ai eu l'audace de penser que finalement, le fameux Brexit pouvait être la chance d'une clarification et la chance d'un rebond. Mais les chances, il faut savoir les saisir. Et je souhaiterais que notre famille soit à la fine pointe du combat pour repenser l'Europe. Nous avons travaillé, Parti républicain, CDS, de temps en temps, avec quelques petites frictions, mais nous les surmontions. Et il y a eu un moment quand même, un petit épisode. C'est quand Michel Rocard a été nommé Premier ministre. Je rappelle ça parce que là, nous avions pris une certaine indépendance par rapport à nos amis républicains et par rapport à d'autres. La moitié du temps, nous soutenions Michel Rocard parce qu'il n'y avait pas de majorité avec le Parti communiste. Mais je me rappellerai toujours Michel Rocard venant dans mon bureau, me dit: Pierre, ne me soutiens plus. J'ai trop de problèmes à l'intérieur du Parti socialiste. Rien n'a vraiment changé, donc puissions-nous un jour reconstruire entre nous des perspectives. Si le mouvement républicain populaire ne s'était pas finalement dispersé assez rapidement, il est probable que j'aurais été dans cette famille politique. Mais à Marseille, on est bloc contre bloc. D'un côté, il y avait Defferre dans le bloc de la gauche, et de l'autre, il y avait plutôt un député indépendant et paysan qui symbolisait la droite et le centre. Je suis allé vers ça. Sauf que la bataille était rude ensuite. Alors en 78, à quelques-uns, nous rentrons à l'Assemblée nationale. Nous rentrons parce que Giscard avait créé l'UDF. Et François et moi, par exemple, nous rentrons en 78. Arrive vite 81. Et là, pour résister, ça a été aussi plus difficile. Car nous nous retrouvons à ce moment-là qu'avec 84 députés du Rassemblement pour la République et 62 pour l'UDF. À ce moment-là, les centristes, François, ne sont que 17 sur les 62. Et ils disent: pouvons pas prétendre à présider le groupe, mais nous voulons plus des anciens ministres. Et par conséquent, le sort a fait que je suis devenu à l'unanimité président du groupe UDF et que je suis resté 9 ans à ce poste. Pendant ce temps, Jean Le Canuet présidait l'UDF avec tous les grands ténors qui sont ici ce soir rassemblés, et en 9 ans, eh bien, nous n'avons eu aucune difficulté. Semaine après semaine, on regardait ce que pouvaient faire nos adversaires pour désamorcer.
on essayait de promouvoir nos idées sur l'Europe en particulier. Et pendant 9 années, nous avons pu faire cela. Que chacun mesure bien que les circonstances d'aujourd'hui sont particulièrement difficiles pour les Européens que nous sommes. Nous avons une conviction forte en matière européenne. Est-ce que le Brexit est le signe d'un début de déconstruction de l'Europe, ou est-ce qu'au contraire, c'est une étape nouvelle dans la perspective européenne? C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui d'analyser, de réfléchir, et c'est pour ça que la parole à nouveau de Valéry Giscard d'Estaing est très importante pour donner de l'espoir. Je pense que dans cette situation de gravité, le pays a besoin de solidité, et la solidité, elle est notamment aujourd'hui la pensée de Valéry Giscard d'Estaing. Avant de parler de nous comme famille politique, et dont les liens entre les différents responsables ne se sont jamais effacés, on a été séparés, et cependant nous ne nous sommes jamais regardés comme des étrangers. Au-delà de cela, il y a un moment historique qui est un moment extrêmement lourd. Après François Léotard, je veux dire ceci. De toute ma vie, j'ai jamais eu peur pour l'Europe. Sauf maintenant. Depuis quelques mois, une poignée de mois, on voit se dessiner le risque de la dissolution, de la séparation, de l'échec et de l'explosion. Et notamment si les politiques de l'Allemagne et de la France demeurent aussi différentes et indifférentes les uns aux autres qu'elles le sont, alors je crois que le risque du pire des échecs, à commencer par celui de l'euro, est désormais possible. Je dis cela en pensant à Valéry Giscard d'Estaing, dont je suis absolument sûr que la manière de voir les choses est probablement la seule qui puisse répondre à la gravité de l'heure et que nous allons ensuite écouter. Mais cette affirmation était pour souligner la responsabilité qui est la nôtre, non pas qui a été la nôtre, mais qui est la nôtre et va être la nôtre dans les mois et les années qui viennent. Et donc, à ce titre, il n'est pas indifférent que nous soyons ensemble. À ce titre, il est très important que nous reconnaissions les liens qui nous unissent et qui, si nous sommes responsables, si nous sommes volontaires, si nous sommes amicaux, alors ces liens-là retrouveront toute leur force dans les mois qui viennent, et je suis absolument persuadé que la France, de son côté, et l'Europe, du sien, en ont le plus grand besoin. C'est une responsabilité que nous partageons et que nous devons assumer. Notre ambition, notre rêve commun, c'est-à-dire la construction de l'Union européenne, est en grave danger aujourd'hui, et n'est pas en grave danger que par le Brexit, est en grave danger parce qu'elle a perdu de sa légitimité aux yeux des peuples. Elle n'a pas perdu et rien perdu de son utilité, mais elle a perdu de sa légitimité, construite pour faire la paix, et aujourd'hui la paix paraît une évidence pour tout le monde. Elle n'a pas su se transformer pour être construite pour nous défendre face à la mondialisation et aux intérêts de grandes puissances qui sont bien plus importantes que les nôtres. Et finalement, je trouve que l'histoire nous a montré, à tous et à toutes, ces derniers mois, ces dernières années, que lorsqu'il s'est agi des mouvements migratoires massifs que la crise syrienne et irakienne font subir à l'Europe, lorsqu'il s'est agi de la crise de l'euro, lorsqu'il s'est agi de la crise du terrorisme, nous n'avons, notre famille politique, pas été présents ensemble pour défendre l'Europe, alors même qu'elle serait une solution pour que nous ayons un parquet, une police fédérale et des frontières gardées en commun tous ensemble, pour que nous ayons face à l'euro une politique économique et un gouvernement économique qui nous permettent de faire les choses de façon intelligente et pas seulement de partager une monnaie qui finit par perdre de son sens, pour que nous puissions avoir ensemble des politiques beaucoup plus fédérées
nous disons pour ce qui nous concerne beaucoup plus fédéral, alors même que ceux qui ont pris le haut du pavé, c'est ceux qui délitent l'Europe. Et finalement, dans les grands Européens, ceux qui ont construit cette famille politique, à qui je veux rendre hommage ici, qui évidemment commence par Valéry Giscard d'Estaing, ont permis d'être visionnaires à l'époque sur la construction progressivement du marché unique, du SME, qui donne aujourd'hui l'euro que nous avons tous dans nos poches. Et nous avons besoin, me semble-t-il, non seulement de nous retrouver dans la nostalgie, comme je l'ai lu dans la presse, mais de nous retrouver dans l'espoir et dans la détermination pour que l'Union européenne ne sombre pas sous les coups à la fois des démagogues et de ses incapacités, des démagogues qui prétendent que séparés nous nous en sortirions mieux, et des incapacités des dirigeants de l'Union européenne qui n'ont plus de vision, peut-être cette vision que nous devrions leur apporter tous ensemble. Merci beaucoup. Merci.